J'ai commencé très jeune, parce que très jeune j'ai été très vite confronté à des souffrances importantes, d'abord de la part de mon environnement. Je me suis demandé d'ailleurs quand j'étais jeune si la vie nous jouait pas une mauvaise farce. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une caméra cachée quelque part, et que je me suis dit, mais c'était tellement sombre, je me suis dit, ça me paraissait absurde. Je me suis dit, c'est absurde la vie, ça n'a pas de sens. Pas de sens, si c'est ça la vie, moi je veux repartir maintenant, parce que c'est... Et donc je me suis questionné très jeune. Très jeune, sans le savoir, en fait, je faisais déjà de la méditation. Et quand mon oncle m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard, que je lui ai répondu que je voulais être heureux, j'avais 13 ans. Et parce que c'est vrai que tout le monde se destinait à un métier, avoir un métier. Et c'est vrai que quand il m'a répondu, mais c'est pas un métier, je lui ai dit, mais ça peut me faire d'avoir un métier si je suis pas heureux. Et donc toute ma vie a été, j'ai eu cette quête parce que je voulais comprendre, est-ce que le bonheur est possible? Cette souffrance, d'où elle vient? Comment est-ce qu'on peut s'en défaire? Est-ce que c'est possible d'y arriver? Ou est-ce qu'on est destiné? Est-ce que c'est une fatalité, on ne peut pas y échapper? Et donc je voulais toutes ces réponses, et surtout qui suis-je aussi? Le sens, l'identité, la véritable identité. J'ai lu évidemment beaucoup de livres de psychologie, j'ai fait des études de psychologie, j'ai étudié beaucoup de systèmes, j'ai étudié aussi de nombreuses traditions, j'ai essayé de trouver des réponses, j'avais des bribes de réponses, mais ça restait malgré tout très théorique. J'ai fait des pratiques aussi, j'ai eu des expériences très fortes qui m'ont beaucoup interpellé. Il y a toujours le danger d'ailleurs de s'attacher aux expériences qu'on vit, parce que les gens en font une vérité après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a vraiment la vérité du ressenti. Voilà, je ressens, c'est le ressenti, c'est la vérité. Le ressenti n'est pas la vérité, c'est au contraire totalement subjectif. Et on arrive à ce point de vraiment, comme je suis quelqu'un d'assez obstiné et qui aime comprendre, et quand je m'engage dans une voie, j'essaie vraiment de le faire totalement. J'ai eu, comme je vous l'ai dit, vraiment le très grand privilège de rencontrer tous ces sages que j'ai eu le bonheur de fréquenter, en personnes qui m'ont beaucoup interpellé, qui ont été pour moi une grande source d'inspiration, et surtout une grande source de bouleversement aussi, parce que ça confronte à ces perceptions, à ces croyances, à ces idées dans lesquelles on s'empêtre. Et la difficulté aussi était d'admettre que j'y étais pour beaucoup dans la souffrance que je pouvais connaître. Et c'est d'arriver à accepter ce sens de responsabilité. Et tant qu'on n'arrive pas à ce point, d'ailleurs on dit la même chose en psychanalyse, on dit tant que la personne ne s'approprie pas sa souffrance, tant qu'elle considère que ça vient de l'extérieur, eh bien il n'y a pas de guérison possible. Et donc ça c'est vraiment la première étape, c'est le sens de responsabilité, c'est de se responsabiliser. Je suis responsable de mes pensées, je suis responsable de ma manière de m'exprimer, je suis responsable aussi de mes actes. Responsable, mais quand on met le mot responsable en Occident, ça pose des problèmes parce que c'est teinté de culpabilité. Responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité. C'est juste un fait. C'est bien moi qui pense de cette manière, c'est bien moi qui agis de cette façon, et c'est bien moi qui m'exprime de cette façon. Donc c'est aussi très salutaire parce que ça veut dire que je peux y faire quelque chose. Je ne suis pas obligé de subir ce que je vis, je peux changer ma manière de penser, je peux changer ma manière de m'exprimer, je peux changer mes actions. Il y a un autre point qui est aussi fondamental, et qu'on retrouve essentiellement dans le bouddhisme, et qui est très bouleversant quand on commence à creuser la question, c'est ce qu'ils appellent ça la vacuité. La vacuité, ça veut dire quoi? C'est de comprendre, je le répète très souvent, vous me l'avez certainement, puisque j'ai vu que certaines personnes écoutent les enseignements dans les vidéos, même dans les conférences, mais c'est un point qui est vraiment essentiel, qui est vraiment très très important à comprendre. C'est que tous les phénomènes résultent d'un ensemble de causes et de conditions. C'est-à-dire que ce que nous vivons, c'est pas quelque chose de figé. C'est vraiment le résultat de tout un ensemble de causes et de conditions, mais qui ne sont pas venues seulement d'hier. C'est la juste continuité de toutes ces causes et ces conditions qui participent, qui font que ce que je vis aujourd'hui, je le vis. Et si on comprend ça,
c'est quelque chose de vraiment fondamental. Ça veut dire que rien n'est figé, tout bouge, tout est en mouvement, tout est en changement. Mais aussi, et ça joue avec le sens de responsabilité, c'est que j'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. C'est-à-dire que j'y ai participé parce que j'y ai cru, parce que j'ai voulu y croire, parce que je lui ai donné crédit à ce que je vis. Et l'autre point qui est vraiment très important, quand on a compris ça, ce phénomène de la vacuité, c'est-à-dire que exactement comme un nuage qui se manifeste dans le ciel, il se manifeste par le jeu des causes et des conditions. C'est-à-dire que c'est toutes ces causes et ces conditions qui se sont réunies qui font que je vois ce nuage apparaître. Le nuage est une manifestation. Ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose de... Quand on parle de nuage, en fait le nuage n'existe pas. Il n'existe pas dans le sens où il n'existe pas par lui-même, il existe par le jeu des causes et des conditions. Et donc toute ma vie, toute mon existence, tout ce que j'expérimente, tout ce que je vis, eh bien, résulte de ce jeu des causes et des conditions. Et si je comprends ça, ça veut dire que la fatalité n'existe pas. Que ce qui m'arrive, ce n'est pas un malheur, c'est juste la continuité d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles, dans mon ignorance, j'ai participé. Parce que j'ai donné parfois crédit à des choses, j'ai donné un pouvoir. Et l'autre point qui est très important, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, on se rend compte qu'on vit sur une perception complètement erronée de la réalité. On vit sur cette idée que les choses, justement, sont figées, ont une identité solide, elles sont définies. Il y a un début, une fin, etc. D'ailleurs, c'est amusant, on parle de la fin de vie. La vie, elle continue, c'est pas parce que vous mourrez que la vie s'arrête. La vie, elle, continue. Et Dalai Lama le dit tout à fait autrement aussi, et il a raison, c'est quand il dit que, en fait, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a une mauvaise lecture de la carte du ciel. Donc nous avons une lecture de notre vie, nous avons une lecture de la vie, nous avons une lecture des phénomènes qui nous est propre, et c'est ce qu'il faisait dire à Épictète d'Éphèse, pour l'être ordinaire, il y a autant de mondes qu'il y a d'individus, pour l'être accompli, il n'y a qu'un seul monde. Et c'est tout le problème pour nous, c'est d'arriver à se dégager de ces perceptions erronées, de ces vues fausses, comme disent les bouddhistes. Et on est empêtré dans ce jeu de croyances, d'idées, de certitudes, même sur le plan, il y a même des personnes qui ont l'air très spirituelles, qui pratiquent la méditation, mais qui sont elles aussi enfermées dans des certitudes. On se crée des croyances, parce qu'en fait, les sages le disent, et c'est des choses, tout ce que je vous dis, c'est des choses que vous pouvez vérifier par vous-même, c'est que le mental se déstructure, se restructure en permanence. Il vous arrive une expérience, ça va modifier sensiblement ou profondément votre perception de la réalité. Ça va peut-être même complètement basculer votre perception en salutaire ou au contraire dans quelque chose de plus destructeur. Parce qu'il y a des personnes qui vont s'enfoncer dans des croyances complètement erronées. Je connais quelqu'un qui, pour lui, tout le monde est méchant, évidemment. Lui, il est gentil, forcément. Et ça évite de se remettre en question et de se dire qu'on y est peut-être pour quelque chose dans tout ce qui nous arrive. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les bases fondamentales, qu'il convient de bien intégrer si on veut vraiment progresser. Si on ne prend pas son existence en main, les choses ne vont pas changer toutes seules. Un jour, d'un seul coup, les circonstances vont aller dans le sens de nos désirs et se mettre à converger dans le sens de notre bonheur. Ça n'arrivera pas parce que on a un rôle à jouer dedans. Et c'est pour ça que je parlais de la responsabilité, d'accepter la responsabilité de sa vie. Donc si vous n'acceptez pas cette responsabilité, et de vous dire maintenant, je prends la pleine responsabilité de mon existence, et que je vais faire ce qu'il faut maintenant pour identifier clairement les causes de la souffrance. C'est quelque chose qui n'est pas du tout théorique. Il y a la théorie d'un côté, mais la pratique, c'est autre chose. C'est la même différence qu'il y a entre apprendre à nager dans les livres et sauter dans l'eau. C'est pas du tout la même chose. Donc je vois plein de personnes qui sont plein de théories, plein d'idées, plein de concepts, mais la réalité, ce ne sont pas des concepts. D'ailleurs, comme disait... c'est Dal Milman qui disait « La vie se fiche de vos croyances. » Et quand les choses vous arrivent, elles vous arrivent. Et quand vous vous trouvez au 36e dessous, c'est pas vos croyances qui vont vous sauver, c'est pas vos idées, c'est la perception, si elle est juste, la perception que vous avez de la réalité, c'est ça qui peut vraiment vous sauver.
Et donc, qu'est-ce qu'on cherche dans la méditation? C'est à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. De percevoir la réalité pour ce qu'elle est, et non pas selon des idées ou des croyances. Et on ne va pas changer de croyances, on ne va pas changer de certitude, on ne va pas changer d'idée. On va essayer vraiment de s'évertuer à voir la nature des phénomènes tels qu'ils sont. Alors vous allez me dire, oui, enfin ça c'est... chacun voit les choses du point de vue de son idée, oui. Mais entre ce que je vous dis, c'est-à-dire mes perceptions et vos perceptions, il y a la réalité, telle qu'elle est, vraiment. Et c'est pas du tout ce que vous imaginez, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est quelque chose, justement, qu'on ne peut pas croire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enfermer dans des concepts. Je vais prendre certains points qui sont vraiment très importants. Vous allez voir, c'est des choses que vous pouvez tous vérifier. La première chose, j'en parle pour ceux qui suivent les cours, savent de quoi je parle. La première chose, l'impermanence. C'est un fait. C'est pas une croyance, c'est pas une idéologie, ce n'est même pas scientifique, c'est un fait. Qu'on peut tous constater que tout change. C'est la nature même des phénomènes. Tout change sans arrêt. Tout se transforme. Vous regardez une montagne qui a l'air d'être très stable, mais elle s'érode, vous vous en rendez pas compte, elle s'érode, elle change, il y a déjà de nouveaux arbres qui ont poussé dessus, etc. Et ça change tout le temps, elle change tout le temps. Même l'élément le plus solide connu aujourd'hui, comme le diamant par exemple, si vous mettez un microscope atomique dessus, ça change tout le temps. Ça se transforme tout le temps. Il n'y a rien de figé, ça c'est un fait. Et ça, vous pouvez regarder en vous-même, vos pensées changent tout le temps. Elles se transforment tout le temps. Elles changent sans arrêt. L'autre point, deuxième point, l'interdépendance. C'est que pour que l'impermanence existe, c'est que tout est interdépendant. C'est-à-dire que les phénomènes ne peuvent pas exister par eux-mêmes, n'existent pas seuls. Nous, on croit une identité personnelle. Moi, je. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, Charlie, quand les personnes viennent me voir en stage, je leur dis, mais quand vous dites je, vous faites référence à quoi? Et je vois la peine que les gens ont quand ils disent je. Oui, alors ils me sortent des concepts, mais ils vont me sortir évidemment le concept de l'âme, etc. Mais je dis, quand vous dites l'âme, c'est quoi? Vous faites référence à quoi? Et les bouddhistes disent, ça fait 2500 ans qu'on cherche un ego, on ne l'a toujours pas trouvé. Parce que plus vous allez, et ça aussi, ça fait partie de la méditation, si vous êtes très très honnête avec vous et que vous menez cette investigation de manière très authentique, essayez de trouver ce fameux moi. Et si vous le trouvez, prévenez-moi. Moi, depuis que je médite, je ne l'ai toujours pas trouvé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais on arrive à cette question fondamentale, mais alors qui suis-je? Mes pensées changent tout le temps. Elles se transforment. Et mes perceptions se modifient en plus au gré des expériences. Et la méditation n'arrange rien au fait parce que plus je vais méditer, plus je vais avoir une perception de plus en plus claire, mais qui va venir basculer, remettre en question cette solidité des concepts, des croyances et de ces perceptions aussi. Votre corps change sans arrêt. Je crois qu'il n'y a personne ici qui ne peut pas me dire que son corps n'a pas changé. On sait même scientifiquement qu'au bout de 7 ans, on n'a plus un seul des atomes qui composaient notre corps qui est encore présent. Notre corps a changé. Mais qu'est-ce qui fait que mon corps garde la même apparence? Ben, il y a un véhicule de l'information qui se transmet. Ça, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est un autre point. Et la vacuité, je vous en ai déjà parlé. La fameuse identité. Je vois un nuage, mais ça, c'est un mot qui désigne un phénomène. Ce n'est pas une réalité. Le mot n'est pas l'objet, et l'objet ne reflète pas la réalité. C'est-à-dire que c'est juste une apparence. C'est-à-dire, je vais essayer de l'exprimer autrement, un nuage, c'est une manifestation. C'est la manifestation, comme je viens de le dire, d'un grand nombre de causes et de conditions qui se réunissent, qui font que le nuage apparaît. Mais si vous cherchez un nuage, vous n'en trouvez pas. Vous voyez une forme, une manifestation qui, elle, en plus, change sans arrêt. Le nuage apparaît par le jeu des causes et des conditions, il se transforme par le jeu des causes et des conditions, et il disparaît par le jeu des causes et des conditions. Donc il est où le nuage? Il n'a pas, dans le sens où il n'a pas d'identité solide, immuable.
Il n'y a pas un début, une fin, il n'y a pas un contour, il n'y a pas... C'est insaisissable. Et vous l'appliquez à tous les phénomènes. Vous verrez que c'est la même chose. Même ce que vous appelez un élément solide, vous prenez même une brique, vous prenez n'importe quoi. Si vous commencez à l'examiner sous cet aspect, vous réalisez que là aussi, c'est la manifestation de tout un ensemble de causes et de conditions. La preuve, c'est que même une brique, au bout d'un moment, elle s'effrite, elle s'érode avec le temps, elle se transforme, et au bout d'un moment, vous aurez plus que du sable, mais que le sable lui-même va aussi s'éroder. Ça va, vous suivez, là? Et c'est sur cette base qu'on va méditer. Parce que si vous n'avez pas cette compréhension juste de la nature des phénomènes, tout ce que vous pourrez faire, c'est juste trouver un petit peu d'apaisement, mais qui va voler en éclats à la moindre contrariété, la moindre difficulté. Et j'entends des personnes qui effectivement disent « j'ai pratiqué la méditation, mais je me retrouve toujours dans la même situation. » Tout change sans arrêt. Et vous allez vivre aussi la grande impermanence. Vous allez mourir. Bon, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais... Comme se plaît le répéter souvent Dalai Lama, si vous inquiétez pour votre mort, vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès. Ça, c'est un fait. La question, c'est de savoir, entre votre naissance et votre mort, il y a un espace. La question est de savoir qu'est-ce que vous allez y mettre. Le problème de la croyance, c'est qu'elle prend tellement d'intensité, on lui donne tellement de crédit, que ça devient vrai. Vous savez, il y a une histoire dans le développement personnel, qui en plus est une histoire tout à fait authentique. C'est un ouvrier qui travaille, qui s'occupe de la réparation des wagons frigorifiques. Et puis un jour, malencontreusement, il se retrouve enfermé dans un wagon frigorifique. Et le lendemain, évidemment, on le retrouve mort, de froid. Sauf que le wagon n'était pas branché. Mais il était tellement convaincu qu'il allait mourir de froid, parce que pour lui c'était évident, qu'il a créé une réalité. Et il en est mort. Et les mauvais sorts qu'on se jette, mais vous n'avez pas besoin de sorciers pour ça. Des mauvais sorts, vous vous en jetez en permanence. Et ils se cristallisent dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, comme disent les bouddhistes, vous faites exister des choses non existantes. Donc tout ce qui vous arrive, si vous acceptez ce fait, c'est que tout ce qui vous arrive, vous l'avez fait exister. Pas parce que vous le vouliez, c'est pas la question, c'est bien sûr que personne ne veut souffrir, mais à cause de l'ignorance. Parce que vous donnez du pouvoir à vos pensées, vous donnez du pouvoir à vos émotions. J'ai souvent raconté cette histoire aussi dans les conférences, je raconte cette histoire de... j'ai eu la chance d'être initié... au Kung-Fu, enfin c'était un dérivé du Kung-Fu par un maître coréen qui était en plus un maître zen et qui un jour nous avait demandé, il nous avait expliqué que pour être un bon combattant, c'est important de se libérer de la peur. Mais nous, vous savez, on est ado, on n'a peur de rien, enfin bon bref. Il nous dit, mais le plus important c'est d'être conscient de ses peurs. Puis là, on était un peu intrigués. Et il nous a emmenés sur le toit de l'immeuble, qui faisait 33 étages, et il nous a demandé de marcher sur la margelle. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, je suis désolé de la répéter, mais ça peut être très utile. Et puis, j'ai été le premier à me retrouver sur la margelle, et puis j'étais complètement figé, tétanisé, je n'osais pas bouger. Et puis, à un moment, il m'interpelle, et il me dit, mais pourquoi tu marches pas? Et j'avais arrivé à peine à parler, d'ailleurs. Et puis, il a fait quelque chose qui est assez surprenant, il m'a dit « Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ?» Puis là, je commence à lui dire tout ce que je ressentais, que j'avais l'estomac noué, que j'étais la nuque tendue, enfin bon bref, je lui décris toutes les sensations. Et puis ensuite, il me dit « Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton esprit ?» Et donc, je lui explique, je lui dis tout ce que je vois au niveau de mon esprit, etc. Et il me dit « Mais finalement, ta peur, ce n'est rien d'autre que des sensations, des images mentales, des sensations physiques et des images mentales. » Et à ce moment-là, sans doute que j'étais prêt à l'entendre, mais il s'est passé quelque chose. C'est comme si je m'étais retrouvé au-dessus. Je faisais pas une sortie du corps, c'est-à-dire j'avais vraiment conscience de ce qu'il était en train de me dire. Et j'étais en train d'adhérer à ma peur. J'étais en train d'adhérer à mes images, que j'allais tomber, que j'allais me casser la figure, que j'étais en danger, etc. Certes, j'étais en danger puisque j'étais sur une margelle, mais comme on dit, la peur n'empêche pas le danger. Et là, il y a eu un déclic. Et à partir de là, ma relation à la peur avait complètement changé. J'ai continué à ressentir la peur, mais je l'acceptais différemment. Je ne me laissais plus impressionner par cette peur. Et toute ma vie, c'était fini.
et vous continuez à ressentir la peur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout ce que vous ressentez, je le ressens, mais ce ne sont que des nuages qui passent dans le ciel. Alors que pour vous, c'est une réalité dans laquelle vous vous immergez, et ça devient vrai pour vous. Et donc si vous voulez que votre vie change, la première chose à faire, c'est de reconnaître justement que tout ça n'a pas de réalité en soi. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on est tellement habitué à fonctionner de cette manière. Il va falloir tout détricoter. Donc vous n'avez pas besoin d'aller plonger dans votre passé, d'essayer de comprendre ce qui vous est arrivé. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de percevoir, et là j'emploie le mot, est très important, de percevoir vous-même la réalité telle qu'elle est. Sans les croyances, sans les idées, sans les concepts. Et c'est pour ça, c'est ce qu'il faisait dire à Bouddha, ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. C'est le voir qui vous libère, c'est pas la croyance, c'est pas l'idée. Parce que les idées, vous allez en construire, vous allez en changer sans arrêt, vous passerez d'une idée à une autre, et vos idées seront certainement différentes, ce seront peut-être plus confortables, seront peut-être plus agréables, certes, mais vous ne serez toujours pas libéré parce que vous serez toujours enfermé dans des croyances. C'est pour ça que j'entends des coachs dire il y a les croyances limitantes, mais toutes les croyances sont limitantes. Elles le sont toutes puisque ce ne sont que des croyances. La réalité n'est pas quelque chose qu'on peut enfermer dans des concepts. C'est beaucoup trop vaste. C'est pour ça que les Upanishads parlent de l'inconnaissable. Non pas parce que ça ne peut pas être connu, mais ça ne peut pas être appréhendé par le mental. Alors vous n'avez pas aimé si je vous dis vos souffrances, comme disent les bouddhistes, sont emptiness, et non pas de réalité solide. Et c'est ça qui peut vous... Mais je vous demande pas de le croire, mais d'aller voir, d'aller expérimenter. Quand vous vivez une émotion, allez voir l'émotion, explorez-la. C'est un petit peu, si vous voulez vous libérer de, imaginons, justement, de la perception fausse. Je donne d'ailleurs, je crois, cet exemple, je le donne dans Quand la vague réalise quel est l'océan. Imaginez que vous vous trouvez face à un hologramme, mais vous savez pas que c'est un hologramme. Il a l'air tellement vrai, et puis il a l'air menaçant, et vous êtes effrayé. Mais c'est sur votre seule perception que vous êtes effrayé, pas sur la réalité. C'est sur votre seule perception que vous êtes effrayé. Et donc vous n'osez plus avancer. Et donc il vous empêche de franchir une étape et de passer un chemin. Et vous êtes là, parce que vous êtes effrayé, parce que vous lui donnez une réalité. Mais il suffit pour, je sais pas, X raisons, quelqu'un vous bouscule, puis hop, vous passez à travers l'hologramme. Mais finalement, c'était qu'un hologramme. Et vous lui dites, mais je me suis fait une grosse farce. Mais qui a créé cette farce? Vous? Pour ne pas avoir cherché à vérifier la réalité par elle-même. Pour ne pas être allé voir par vous-même. Et vous êtes resté peut-être des heures, peut-être des jours, peut-être des mois, peut-être des années, peut-être toute une vie, avec cette croyance erronée que l'hologramme existait. Et vous avez construit votre vie autour de ça. Et là, d'un seul coup, vous réalisez, et ça vous en fout un sacré coup. Et vous dites, putain, je suis resté coincé là, ne sachant pas que c'était un hologramme. Alors vous allez me dire, oui, mais ça a une réalité, je sens dans le corps, ça me fait des nœuds, etc. Ben oui, forcément, le mental et le corps sont attachés l'un à l'autre. Donc dès qu'une croyance se manifeste, elle se manifeste dans le corps, et vous la prenez pour vraie. Alors, la meilleure façon de découvrir la nature d'un nuage, ben c'est de le traverser. Et si vous arrivez parfois des émotions, et je vous le souhaite d'ailleurs, même tout au long de ce stage, au lieu d'essayer de les mettre au loin et d'essayer de les éviter, eh bien, vivez-les pleinement, totalement. Faites-en l'expérience et découvrez que, une fois l'émotion passée, eh bien, vous êtes toujours là. Ce que vous êtes fondamentalement est toujours là. Ça n'a rien changé à votre vraie nature. Il y en a que ça intéresse. C'est l'importance d'être là. Et la méditation, c'est ça, l'attention, être là.
Parce que si vous n'êtes pas là, ben vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Et la première, c'est pour ça que dans le premier niveau, l'attention, la pratique de l'attention, attentif, être là. On ramène tout le temps l'attention là où nous sommes. Parce qu'une chose qui est extraordinaire, c'est que vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes. Essayez d'être ailleurs. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes. Parce que même si vous imaginez que vous êtes ailleurs, vous êtes quand même là. C'était juste de l'imagination. Ça n'est pas la réalité. Essayez de vivre un autre moment que maintenant. C'est impossible. Mais c'est pour ça que même j'ai entendu des personnes parler de l'instant présent, mais ça n'existe pas l'instant présent. À quel moment il commence l'instant présent? Est-ce qu'il a un début, une fin? En fait, en réalité, vous ne pouvez rien vivre d'autre que des instants de conscience. Vous ne pouvez pas vivre dans le temps. Le passé c'est fini, c'est terminé. Qu'est-ce qui vous reste de votre passé? Des souvenirs, des images, des sensations, rien qui ne soit réel. Votre futur, il n'existe pas encore. Vous savez pas ce qui vous est arrivé, vous pouvez le supposer, vous pouvez l'imaginer, et peut-être que des fois ça coïncidera avec ce que vous imaginez, mais aucune certitude de ce côté-là. Vous n'avez aucune certitude sur le fait que ce qui pourrait vous arriver va vous arriver. Et encore que vous seriez foutu de le faire exister, et la preuve c'est que ça marche, c'est que vous y croyez tellement, c'est que ça vous arrive. Et le présent, où est-ce qu'il est celui-là? Dites-moi où il est. Pas de présent, juste des instants de conscience. Ce que je suis en train de vous dire, c'est précieux parce que plus vous avez conscience de ça, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de cesser de donner du crédit à ce que vous croyez. Parce que vous êtes tellement empêtré dans vos idées, dans vos croyances, la croyance que vous ne pouvez pas être heureux, la croyance que vous avez été malheureux, la croyance que c'est comme ça que ça peut pas être autrement, et toutes ces croyances, on pourrait en sortir comme ça des tonnes, mais vous allez déconstruire tout cela, petit à petit, et vous rendre compte que la réalité n'est pas figée, et que dans ce jeu des causes et des conditions, vous pouvez être habile à créer votre bonheur. Comme disait Barbarin, tant qu'à penser, autant penser heureux. Donc, c'était... comment il s'appelle cet acteur? Jim Carrey, qui est très versé dans la spiritualité aussi. J'aime beaucoup. Et il disait, tout ce qui vous arrive de négatif, c'est heureux que ça vous soit arrivé, parce que ça vous donne l'occasion de découvrir ce que vous ne voulez pas. Donc maintenant que vous savez ce que vous ne voulez pas, eh bien, il est temps de regarder ce que vous voulez. Pour le passé, vous ne pouvez plus rien faire, c'est terminé. Par contre, vous pouvez créer autre chose pour l'avenir. Donc, maintenant, on revient. Quelles sont les causes de la souffrance? Vous l'avez compris maintenant, c'est l'esprit. Parce que si votre souffrance, ça aussi, c'est cette croyance erronée, que votre souffrance vient de l'extérieur, elle vient des conditions extérieures. Mais si c'était le cas, tout le monde devrait les vivre, les choses de la même façon. Alors on sait très bien, vous mettez 10 personnes dans les mêmes circonstances, il n'y a pas une personne qui aura la même perception. Et il n'y a pas une personne qui en retirera la même chose. Donc c'est vraiment une question de personne, d'individu, de perception. C'est la perception que vous avez, la lecture que vous faites de la situation. Les causes de la souffrance. Esprit, comment est-ce que je fais pour me libérer des causes de la souffrance? C'est là où la pratique, les moyens habiles. Une fois que j'ai reconnu que c'est bien mon esprit qui crée la souffrance, eh bien, par le pouvoir de la méditation, je vais m'évaluer d'une part, parce que, si vous l'avez compris, ça c'est quand dans la méditation, enfin, plutôt l'inverse de la méditation, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, on suit tout simplement ses pensées. On leur donne crédit, on leur donne du pouvoir. Alors il y a des personnes qui vont dire qu'elles ont un karma heureux, ils ont de la chance, c'est très bien, donc elles ne remettent rien en question. Mais c'est pas pour autant qu'un jour, puisque le jeu des conditions existe et c'est un fait, c'est que ce que je sème, et il y en a qui l'a dit aussi, hein, on récolte ce que l'on sème, mais c'est dans notre ignorance qu'on sème des tas de choses. C'est pour ça qu'à un moment, on a une récolte amère, on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le bon Dieu, vous avez rien fait au bon Dieu, parce que bon Dieu, il n'est pas là pour vous juger non plus. C'est vous qui avez semé tout ça sans vous en rendre compte.
J'ai même, pour vous éclairer là-dessus, avant que tout le monde s'endorme, parce qu'il y en a qui commencent à pioncer, là. Vous allez voir, c'est vraiment qu'une affaire de logique. Vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître que tout ce que vous vivez en ce moment même a été précédé par d'autres choses, on est d'accord. Et que ce que vous vivez maintenant est la juste continuité de ce qui l'a précédé. Vous êtes d'accord? Bon, ben voilà, vous avez la réponse. Vous avez la réponse à tout ce qui vous arrive dans votre existence. C'est que tout ce qui vous arrive dans votre existence est la juste continuité de tout ce qui a été fait avant, et auquel vous avez participé, sans même vous en rendre compte. Donc d'où l'intérêt, et d'où l'aspiration après, c'est de vouloir s'éveiller. S'éveiller, c'est-à-dire de sortir de son sommeil, de sortir de son ignorance, de voir enfin les choses telles qu'elles sont, et pas juste de les croire. Croire, c'est facile, c'est le chemin le plus facile. Je crois, comme ça m'évite de penser, de voir par moi-même. C'est ce qu'on appelle de la paresse. Je préfère croire, comme ça, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour voir la réalité telle qu'elle est. D'ailleurs, dans les cours, je décris 3 formes de paresse. Vous devez vous en souvenir pour ceux qui suivent les cours. Et la croyance en fait partie. C'est tellement plus commode de croire. Mais ça ne change rien au fait. La loi de cause et d'effet est patente. C'est pas ce qui vous est arrivé dans le passé qui pose un problème. C'est la perception que vous avez de votre passé. Parce qu'en réalité, vous n'en savez rien ce qui vous est passé, ce qui vous est arrivé. Vous croyez que le môme que j'étais, à 6 ans, avait une perception très claire de ce qui était en train de se passer? C'est pas possible. Mais par contre, la perception que j'en ai gardée, l'empreinte que j'en ai gardée, fait que je ressens telle ou telle chose. Mais ça, par contre, je peux le défaire. Par la puissance de la méditation, justement par l'éveil de l'attention, à ce moment-là, je peux arriver à défaire cette perception. Et c'est la seule chose qu'on a à faire. C'est ce que dans le décodage biologique, ils appellent dégager une perception, ou dégager une mémoire. Ils emploient le mot mémoire. Parce que vous êtes identifié à une mémoire, et c'est ça qui fait que vous figez. Vous êtes figé dans un état. Et si vous arrivez à dégager ça, eh bien c'est gagné. Là pour l'instant, tout ce que je suis en train de vous dire, ça reste purement théorique pour vous. Maintenant c'est la mise en application. Et c'est ce qu'on va faire pendant tout le stage. C'est la mise en application. Si vous ne mettez pas en application, ça ne sert strictement à rien. Vous serez quelqu'un qui saura tout sur tout, mais comme disait Einstein, la théorie c'est quand on sait tout sur tout, mais que rien ne marche. Et la pratique c'est quand ça marche, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Si ce qui arrive aujourd'hui, c'est parce que c'est la juste continuité de ce qui l'a précédé. C'est-à-dire que si ça m'arrive maintenant, c'est sans doute parce que le jeu des causes et des conditions ont fait que je suis en mesure d'entendre ce que j'entends. Peut-être qu'avant, j'aurais été sourd à ce que j'entends. Ce qu'on appelle un mûrissement. Je suis mûr pour l'entendre. C'est pour ça que je vous disais au départ, si vous venez l'esprit ouvert, alors vous pouvez recevoir. Mais si vous êtes fermé, vous repartirez tel que vous êtes venu. Et fondamentalement, rien n'a changé. Comme disait, j'aime beaucoup la phrase, c'était Maman Damaï qui disait, c'est de là où on en est qu'il faut partir. Notre point de départ, c'est tel que nous sommes maintenant. C'est pas d'essayer d'être autrement, d'être autre chose, d'aller basculer dans une autre réalité. Ce que je vis, je le vis aujourd'hui. Ce que je ressens, je le ressens aujourd'hui. La question, c'est comment je le regarde. Sous quel angle je le regarde. Rappelez-vous cette phrase du Dalai Lama. Il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a une mauvaise lecture de la carte du ciel. Quelle lecture je fais de ce qui m'arrive? On parle de la puissance des pensées. Alors, déjà, il y a 2 choses qu'il faut distinguer. Effectivement, les pensées, elles ont un réel pouvoir, mais elles n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Ça, c'est la première chose à comprendre. C'est que, fondamentalement, une pensée n'a pas de pouvoir, elle est insubstantielle. Puisque si je médite, justement, sur l'impermanence, sur l'interdépendance, sur la vacuité, c'est-à-dire sur le jeu des conditions, une pensée a la même nature. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de réalité en soi. C'est un phénomène passant qui change, qui se transforme sans arrêt. Une fois que j'ai conscience de ça, une fois que j'ai conscience, pas que j'ai compris. Comprendre, c'est une chose. Avoir conscience d'eux, c'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est important que vous passiez, je fais juste une petite parenthèse, dans le bouddhisme, on assiste beaucoup, il y a 3 niveaux de réalisation. La première, c'est l'écoute.
c'est comment vous écoutez. Oui, on parle de l'écoute attentive. Parce que nous, souvent, on a une écoute discursive. Ah, là, c'est intéressant ce qu'il dit. Ah, non, mais là, je suis pas d'accord, etc. Puis en fait, on discute. On n'écoute pas, on est en train de discuter dans notre tête. Donc du coup, ah, mais là, je comprends rien ce qu'il raconte, etc. Enfin bon, bref, on n'écoute pas vraiment. Donc du coup, on peut pas entendre ce que la personne dit. Ensuite, il y a la compréhension. C'est pour ça que c'est indispensable, la répétition est indispensable, parce que on va arriver à ce qu'on appelle la compréhension juste. Ça y est, maintenant, je saisis ce que c'est que l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité, mais là, pour l'instant, on n'en est qu'à la compréhension. Mais c'est déjà une étape fondamentale. Et ensuite, il y a l'étape de la réalisation. Là, c'est plus l'intellect, c'est plus le mental, c'est la conscience qui a conscience de la nature du phénomène. Et c'est là où vous avez parfois, de ce coup, une espèce d'éclair lumineux, et vous dites, ah, mais ça y est, je vois. C'est pas je comprends, c'est je vois. Et ça change tout. Parce que vous avez conscience du caractère erroné de votre perception. Et c'est là seulement que vous pouvez commencer à changer. Et quand vous avez conscience de ça, après, vous subissez ce qu'on appelle la force coercitive des pensées. C'est-à-dire que ce sont des habitudes qui sont tellement ancrées, c'est devenu tellement habituel pour vous, et l'inconvénient de l'habitude, c'est qu'elle se renforce par la force même de l'habitude. Donc c'est pour ça que quand une personne me dit « je suis une nature angoissée », non, c'est pas une nature, la nature elle n'est pas angoissée, c'est une habitude, mais qui s'est renforcée, et dans laquelle vous êtes entretenu au fil du temps, et qui finit par produire l'effet qu'elle produit aujourd'hui. Et il faut que parfois que vous arriviez à avoir tellement souffert pour vous dire « enfin ça y est, je vais peut-être commencer à me poser des questions ». Bon, le problème, c'est que dès que les gens vont commencer à un petit peu aller mieux, s'ils disent, bon, ça y est, j'ai plus besoin de méditation, puis ils retournent à leur petite histoire. Puis ils reviennent 2 ans après, ils disent, bon, je refais un stage, parce que là, j'en suis pris plein la poire, ils reprennent les cours, et puis un jour où alors j'ai tout ça dehors, ils disent, ouais, de toute façon, ça sert à rien, donc la vie, c'est de la merde, et puis voilà, ça sera toujours comme ça. Mais ça, c'est qu'une croyance. Mais, encore une fois, ça change rien, la loi de cause et d'effet est patente. Ce que j'imagine, ce que je crois, ce que je fais exister, aura son effet, que je le veuille ou non. Et plus j'arrive, par la puissance de la méditation, par la force de la méditation, c'est-à-dire par la force de l'attention, à percevoir clairement comment je crée ce qui m'arrive, là je peux le dégager, mais pas avant. Et vous arrivez, petit à petit, comme disait Mathieu Ricard, disait au début, on a l'impression quand une vague arrive, il y a un tsunami, on a l'impression d'être jeté du 4e étage, mais après c'est juste une petite vague. C'est-à-dire que vous avez exactement la même émotion, mais ça a fondu. Et ce qui est très intéressant scientifiquement parlant, parce que là on a quand même des preuves scientifiques, il y a un Allemand qui avait fait beaucoup de travaux là-dessus, notamment sur la phobie. Et il s'est rendu compte, en fait, que dans la phobie, en fait, si on représente ça par une courbe, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment, ça ne peut pas aller plus loin. On atteint le paroxysme de l'émotion, et après, ça redescend. Et là, il s'est dit, mais c'est vachement intéressant. Donc, si je peux aider les gens, en fait, à accepter finalement l'émotion, et en fait, il y a un phénomène d'écrêtage. C'est-à-dire, le pic est de moins en moins important, de moins en moins important, de moins en moins important. Et c'est pour ça que quand vous pratiquez la méditation, le truc, c'est de rester là. Même si vous ressentez une émotion, si vous arrivez, ne vous forcez pas à le faire, mais si vous arrivez à ressentir une émotion, à accepter tout simplement de la laisser vous traverser, la fois d'après, même si vous ne le ressentez pas très fortement, mais elle aura perdu en intensité. Et la fois d'après, elle perd encore en intensité, et encore en intensité, et encore en intensité. Et elle est de moins en moins forte. Et vous ressentez l'émotion, mais ça vous submerge, vous n'avez plus ce sentiment d'être submergé. Mais avant, le problème, c'est que vous associez à l'émotion, vous la saisissez, c'est ce que les bouddhistes appellent la saisie du soi. C'est-à-dire vous vous agrippez à la pensée, vous vous agrippez à l'émotion. Et qu'est-ce qu'on va faire? La pratique, la première, la base, l'attention. On éveille l'attention, c'est-à-dire qu'on reste là, on s'entraîne à rester là. La pratique sur le corps, la pratique sur le souffle, ça c'est les éléments du premier niveau. On revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors vous allez faire dès aujourd'hui un exercice. Vous allez vous entraîner à rester là. Par tous les moyens possibles. Et quels sont ces moyens? Justement, vous restez tranquille dans un coin, vous regardez les sensations du corps, vous revenez sur le souffle, mais aussi, vous vous mettez tout entier dans ce que vous faites. Par exemple, c'est quand vous allez mettre la table, mettez-vous tout entier dans chaque geste que vous faites.
Essayez de toucher les choses, allez dans la nature, touchez l'herbe, sentez le contact avec le... c'est pas pour vous fondre avec la planète, ça n'a rien à voir, on va pas faire des trucs mystiques, c'est juste pour rester là. Pas « Ah, j'ai senti des trucs », non, on s'en fout ça. C'est revenez là où vous êtes. Non, parce qu'il y en a qui vont me dire « J'ai embrassé les arbres, j'ai vécu des choses extraordinaires ». Bon, redescendez un peu là, et c'est... À part vous filer des virus, parce que ce que les gens ne savent pas, vous savez, le truc d'embrasser les arbres, parce qu'on l'a vu, les gens se chopaient plein de maladies, parce qu'en fait, il y a plein de virus dans l'écorce des arbres. Non, puis vous avez peut-être pas demandé à l'arbre s'il avait envie d'être embrassé, lui aussi. Mais c'est juste, ramenez, entraînez-vous à rester là. Parce que, si vous comprenez que tant que vous êtes perdu dans vos pensées, tant que vous êtes identifié à vos pensées, vous ne pouvez rien voir. Donc, mes choses, revenez là où vous êtes. Revenez là où vous êtes. Juste là où vous êtes. Il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est du concret. C'est revenez là où vous êtes. Sentez vos pieds. Quand vous enfilez votre chaussette, essayez de sentir la chaussette que vous êtes en train d'enfiler. Quand vous enfilez votre vêtement, essayez de sentir le vêtement que vous êtes en train de vous mettre. Quand vous prenez votre douche, sentez l'eau sur votre corps. Sortez de votre mental. Revenez tout le temps, là. Quand, je me rappelle, j'avais fait des stages avec Karl Graf Durkheim qui enseignait le zazen. Puis un jour j'étais avec lui, puis il a reçu un couple, et puis c'est des gens qui étaient vachement dans le mental, qui posaient des tas de questions, enfin bref, à un tel point qu'il leur a dit, écoutez, vous allez au fond de la forêt là-bas, vous vous mettez tout nu, vous roulez dans les feuilles. Mais il savait ce qu'il faisait. Il les ramenait dans le corps. Pour pas qu'ils s'identifient au mental. Et dans votre vie, faites ça. Dès que vous vous sentez perdu, revenez là où vous êtes, tout le temps. Revenez là où vous êtes. Ne partez pas dans vos pensées, revenez là où vous êtes. Le danger, c'est de suivre vos pensées. C'est pas, vous risquez rien en réalité. C'est juste de donner autant de crédit à vos pensées et vos émotions. Revenez là où vous êtes, tout le temps. Donc là, pendant toute cette journée, et pendant les jours à venir, revenez là où vous êtes, tout le temps. Pour pas vous perdre. Et là, c'est ça qu'on appelle ancré, être ancré. C'est pas faire des trucs bizarres, mystiques, avec le yoga ou je sais pas quoi. C'est revenez là où vous êtes. C'est tout, c'est pas compliqué. Revenez là où vous êtes. Vous êtes perdu, revenez là où vous êtes. Un jour, j'étais avec une amie, on se promenait dans les bois. Puis elle me dit, Bruno, je suis perdu. Je lui dis, non, t'es pas perdu, t'es avec moi, t'es là. Et puis elle commence à me raconter son histoire. Mais elle a compris au bout d'un moment, parce que je la charriais, j'ai dit, tu n'es jamais perdu dès que tu es là où tu es. Elle m'a dit, je comprends. Maintenant, j'ai saisi. Et si vous vous sentez perdu, revenez là où vous êtes. Et plus vous allez le pratiquer, plus ça va devenir un réflexe. Donc asseyez-vous en méditation, regardez votre souffle, regardez votre corps, mais vous occupez pas de votre mental. Le mental, vous en occupez déjà beaucoup trop. Donc revenez là où vous êtes. Allez vous asseoir dans l'herbe, sentez l'herbe, couchez-vous dedans si vous voulez. Revenez là où vous êtes. C'est pas compliqué. Le problème, c'est que dès qu'on donne un truc simple, ils disent c'est trop simple, c'est pas possible. Ben, expérimentez-le, et vous verrez. Non, on n'arrête pas de donner des solutions aux gens, mais ils disent, mais non, il faut que j'aille faire des études de psychologie, il faut que j'aille faire une thérapie, il faut que j'aille creuser la question, que j'étudie mon passé, que je vois comment mes parents, comme si je pouvais quelque chose, pourquoi mes parents, ils ont été comme ça, et que je me retrouve dans ce merdier. Dites-vous que vos enfants vous disent la même chose de vous, hein, racontez pas d'histoire. Hein. C'est pas votre passé, c'est la perception que vous avez de votre passé. Vous disent ça depuis des millénaires, en fait. Ils disent tout ce qu'on vit, c'est comme des empreintes qui sont laissées sur la conscience, mais nous on repasse. C'est comme un chemin, vous prenez un chemin, et vous repassez tout le temps par le même chemin. Qu'est-ce qui se passe? Le chemin il se creuse. Donc ça devient vraiment habituel. Et c'est intéressant parce que maintenant, avec l'étude qu'on a sur le cerveau, la plasticité du cerveau, etc., vous connaissez, c'est le principe de l'apprentissage. Vous faites du piano. Par exemple, vous prenez des cours de piano. Le premier jour, c'est très très difficile, vous repartez, mais
votre cerveau va créer des connexions nerveuses qui sont liées à l'apprentissage que vous avez fait. La deuxième fois, vous apprenez, vous allez un petit peu plus loin. Il y a de nouvelles connexions neuronales qui se font, et ainsi de suite. Et ça enrichit à chaque fois. Ce qui fait que ça devient de plus en plus facile, ces phénomènes d'apprentissage. Mais ce qui est vrai pour le piano est vrai pour vos émotions. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand je dis vous n'êtes pas de nature angoissée, mais c'est devenu tellement habituel que vous prenez ça comme naturel. C'est pas naturel, c'est habituel. Nathalie qui me fait signe parce que ça doit être l'heure. Je termine là-dessus parce que c'est vraiment important que vous le compreniez. Une fois que vous avez compris, c'est à partir de là, il s'agit de cesser de nourrir, c'est-à-dire de cesser de creuser le sillon. Parce que dans mon inconscience, dans mon ignorance, je continue à creuser le sillon. Qu'est-ce qu'on fait quand on pratique l'attention? Eh bien, on reste là, c'est-à-dire qu'on arrête de nourrir les pensées. On arrête de leur donner du pouvoir. Mais toute la difficulté pour nous, c'est de rester là. Et donc ça demande un effort constant, un effort d'attention tout le temps. Je reviens. Dès que vous réalisez que vous êtes laissé distraire, vous revenez là où vous êtes tout le temps. Et à un moment, vous restez là, vous partez plus. Parce que vous cessez de faire exister, d'alimenter, justement, et donc de creuser le sillon, et de faire exister davantage. Même si elle a l'air d'avoir une réalité forte, l'angoisse, ce ne sont que des sensations physiques et des images mentales. Donc au moment où ça arrive, laisse-toi simplement traverser et reste là. Respire s'il le faut, respire et aie conscience que c'est juste des pensées et des émotions. Mais c'est pas intellectuel, c'est que au moment, tu vas arriver à un moment, tu vas arriver à le réaliser. Et ce que tu peux même faire, c'est ce qu'on appelle la pratique par anticipation. C'est-à-dire que tu te prépares à avoir une angoisse. C'est un peu, on fait la même chose quand on préparait les gens. J'ai fait préparation aux examens. Les gens, j'ai préparé l'examen. Et je leur disais pas tout va bien se passer, etc., faire des visualisations positives. C'est de la foutaise. Je veux dire, enfin, ça a une part de réalité et ça peut aider, mais ce n'est pas suffisant parce que si la personne se trouve confrontée à ce qu'elle redoute le plus, eh bien, elle va être complètement désarçonnée. Donc, je demandais toujours aux gens, qu'est-ce que vous redoutez le pire qui pourrait vous arriver? Notez-le et essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez faire dans cette situation si ça arrivait, puisque là, vous n'êtes pas dedans. Vous ne serez pas désarçonné, mais là, vous pouvez déjà penser l'attitude que je vais avoir lorsque l'angoisse va se manifester. Ce qu'on appelle se servir du passé, le passé au service du présent. C'est-à-dire que ces moments d'angoisse, je les ai vécus, donc je les connais, je connais l'expérience, donc tu peux les amener en imagination et te dire, si ça arrive la prochaine fois, et d'anticiper. Donc ça, et ça marche très très bien. Ce sont des outils absolument fabuleux.